En 2011, Netflix fait une annonce qui provoque un séisme. 800 000 abonnés disparaissent en quelques jours, l'action s'effondre de 75% et les médias en parlent déjà comme la mort de l'entreprise. Mais que s'est-il passé exactement? Netflix a tenté de changer son business model et a commis une erreur monumentale. Une erreur si grosse que ses dirigeants ont dû s'excuser en personne face caméra. We're making this video today to apologize in person, or at least on camera, for something that we did recently. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que cet échec va aussi devenir leur plus belle réussite. En 2011, Netflix offre un service simple, un abonnement qui permet à la fois de louer des DVD, car c'est par là qu'ils ont commencé, et d'accéder au streaming qu'on connaît tous aujourd'hui. Mais Reed Hastings, son CEO, veut anticiper l'avenir. Il décide alors de séparer totalement le service de streaming et celui de location de DVD, un choix qui paraît logique sur le papier mais qui va provoquer une énorme catastrophe. Suite à cette décision, Netflix annonce alors Qwikster. Maintenant il y aura 2 plateformes distinctes, 2 abonnements séparés et surtout 2 paiements différents. Et les abonnés, ils comprennent pas trop la décision. Imaginez hier, vous aviez tout super simplement sur un seul abonnement, et maintenant on vous force à jongler entre 2 services totalement différents. Et le verdict pour Netflix, il est immédiat. C'est 800 000 abonnés en moins, l'action chute de 75% en 2 mois et ils deviennent la risée du monde du business. Netflix a donc joué avec le feu et Netflix s'est brûlé. Mais cet échec, il aurait pu être évité en s'intéressant au concept de biais cognitif et à la psychologie humaine. Car l'être humain est bien moins complexe que l'on pourrait l'imaginer, il est même très prévisible. Et je vais te le prouver. Car cet échec pour Netflix est dû à 2 biais ou paradoxes psychologiques qu'ils auraient largement pu voir venir. En premier, on a le biais du statu quo. C'est un terme utilisé en finance comportementale pour désigner une préférence exagérée pour le statu quo dans la prise de décision. En gros, les êtres humains détestent le changement et ça même quand il est censé représenter une amélioration. Netflix pensait bien faire en séparant ses abonnements, mais pour ses utilisateurs, c'était un chamboulement inutile et frustrant. Alors pourquoi ça leur a valu un tel échec? Tout simplement car ils ont violé une règle fondamentale du comportement humain, on préfère ce qu'on connaît. En imposant ce changement radical du jour au lendemain, ils ont donc déclenché une réaction de rejet immédiate. Les abonnés ont paniqué, ont annulé leur abonnement et se sont tout simplement tournés vers la concurrence. Et ce biais, il va de pair avec le suivant, le paradoxe du choix. Quand donner trop d'options paralyse les utilisateurs. Proposer plus de choix, ça peut parfois paraître être la meilleure option, mais c'est totalement faux. Netflix pensait qu'en séparant le DVD et le streaming, ils offraient plus de flexibilité, mais en réalité, ils ont juste compliqué la vie de leurs utilisateurs. Et ça vient du paradoxe du choix qui dit que trop d'options provoquent de l'anxiété. Et ça, c'est exactement comme quand tu te retrouves à un drive et que t'as pas préparé ta commande. Bizarrement, tu paniques comme si tu devais réciter une poésie devant une classe en primaire et tu te retrouves à commander un burger que tu n'apprécies pas. En bref, plutôt que d'apprécier la flexibilité, les utilisateurs se sont sentis obligés de choisir entre un des 2 abonnements. Et quand les gens sont paralysés par un choix, très souvent, ils ne choisissent rien. Mais si Netflix n'a pas sombré suite à l'annonce de Qwikster et que la plateforme de streaming est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grandiose. Et très souvent, ces événements ont lieu grâce à une personne tout aussi phénoménale. Cet homme, je t'en ai déjà parlé, c'est Reed Hastings, ancien ingénieur en intelligence artificielle, entrepreneur visionnaire et surtout un homme obsédé par l'innovation et l'adaptabilité. C'est lui qui a cofondé Netflix en 1997, à une époque où la location de DVD par correspondance semblait être une idée farfelue face aux géants du marché. C'est encore lui qui a parié sur le streaming quand tout le monde lui disait que c'était trop tôt. Et après la catastrophe Qwikster, c'est également lui qui a transformé une humiliation publique en la plus grande renaissance de l'histoire du divertissement. We had been thinking about streaming for 15 years, okay, since starting in 97. This was our moment. Mais comment a-t-il fait? Comment un CEO a-t-il pu prendre une décision si désastreuse, puis en sortir encore plus fort qu'avant? La réponse est simple, Reed Hastings a compris quelque chose que peu d'entrepreneurs osent accepter. To wrap up, I just want to say again how sorry I am of the way that we handled the communication around these big changes. Il comprend que s'excuser est important, car l'orgueil tue plus d'entreprises que la concurrence. Et quand une marque commet une erreur, la plupart du temps, elle essaye de la justifier. Dans notre cas, Netflix aurait pu s'obstiner et forcer Qwikster à fonctionner, mais ils ont décidé de faire l'inverse. Pour te la faire courte, 40% des désabonnements sont dus à la séparation des services. N'importe quel CEO classique aurait tenté de calmer la tempête, mais Reed Hastings fait l'impensable, lui, il annule tout. En 23 jours seulement, Netflix assume son erreur
et annonce publiquement l'abandon de Qwikster. Ce n'était pas seulement une décision rationnelle, c'est un message envoyé aux abonnés « On vous écoute, on ne veut pas vous compliquer la vie, on a fait une erreur, on la corrige immédiatement ». Netflix comprend donc son erreur et n'est pas prêt de la reproduire. Ils arrêtent de forcer le futur, ils font maintenant en sorte de guider les utilisateurs vers lui. L'échec de Qwikster leur a montré une chose essentielle, ce n'est pas que les gens voulaient absolument garder leurs DVD, c'est qu'ils refusaient qu'on leur impose un choix radical. Et dans l'ombre, un autre signal leur montrait que leur avenir était bel et bien vers le streaming. En 2011, plus de 50% de leurs utilisateurs utilisent déjà le streaming en complément des DVD. Mais surtout, le temps passé devant le streaming explose mois après mois. La conclusion est vite faite, ce n'est pas que les utilisateurs tiennent au DVD, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts à s'en séparer totalement. Et plutôt que de leur arracher leur ancien modèle, Netflix décide de les accompagner dans la transition. Ils enterrent Qwikster et réintègrent le DVD et le streaming sous un même abonnement. Ils améliorent leur catalogue de streaming en ajoutant de plus en plus de contenu attractif et ils rendent le streaming plus fluide, plus pratique, plus accessible sur Smart TV, consoles et tablettes. Rapidement, les utilisateurs s'habituent et le streaming devient le premier réflexe. Et une fois que le comportement des abonnés a basculé naturellement vers le streaming, c'est là que Netflix fait un dernier gros move. En 2013, ils prennent une décision qui va bouleverser toute l'industrie du divertissement. Ils lancent House of Cards, leur premier contenu original, suivi de Orange is the New Black, Narcos et Stranger Things. Le streaming devient donc leur unique priorité, car Netflix ne distribue plus de simples films et séries, ils sont leurs propres créateurs de contenu. Et ça change absolument tout. Rien que pour la première saison de House of Cards, ils explosent tous les records. Environ 11 à 15% des abonnés américains de Netflix auraient regardé au moins un épisode de House of Cards dans les 48 premières heures. Ça représente 3 à 5 millions de spectateurs en 48 heures. Et moins de 10 ans plus tard, en 2021, ils ont la preuve qu'ils ont fait le bon pari. La première saison de Squid Game, sortie en 2021, c'est 265 millions de comptes Netflix qui ont regardé la série dans les 3 mois suivant sa sortie. À titre de comparaison, Avatar, le film qui encore aujourd'hui détient le record en nombre d'entrées au cinéma, a fait 365 millions d'entrées. Netflix a donc su s'imposer en moins d'une décennie comme un empire du streaming, mais aussi de la création. Alors qu'à leur époque, leur plus gros concurrent de location de DVD, Blockbuster, leur annonçait qu'ils allaient droit dans le mur. Si tu ne connais pas Blockbuster, c'était le leader mondial de la location de films en magasin. Dans les années 2000, ils avaient des milliers de boutiques partout dans le monde, c'était le réflexe absolu pour louer un film un samedi soir. Mais ils ont fait une erreur fatale, ne pas s'adapter au monde moderne et ignorer le streaming. Résultat, pendant que Netflix s'adaptait, Blockbuster s'accrochait désespérément à son modèle physique, refusant de voir la vague numérique arriver. Et c'est pourquoi, en 2010, Blockbuster a dû déposer le bilan. Enfin, j'ai menti, il en reste un dans le monde et tu peux même y dormir en le louant sur Airbnb. Netflix n'a donc pas seulement survécu à son échec de 2011, ils ont su créer un véritable empire du streaming en dépassant le cap des 300 millions d'abonnés dans le monde en janvier 2025. Un empire que même les pionniers du divertissement rêvent de copier aujourd'hui. On pense évidemment à Disney, Amazon et à Canal+ pour les plus chauvins d'entre nous. Et la leçon business que nous enseigne Netflix avec cette histoire, c'est qu'il faut toujours réagir vite, écouter son audience et admettre ses erreurs. Plus qu'un empire, c'est un véritable média qui a le potentiel de relancer la hype de n'importe quel domaine et surtout la preuve qu'un échec n'est jamais définitif tant qu'on sait s'adapter. Et si tu veux louper aucune occasion business, tu peux t'abonner à notre newsletter. On t'y partage chaque jeudi les meilleurs hacks, astuces et stratégies marketing du moment. C'était Félix Price pour Supernova.